Alors, oui, je vais présenter les personnes qui sont avec moi à l'avant. À ma gauche, Katia Fecteau du secteur Organisation du travail, Caroline Proux, secteur Relations de travail, Marie-Ève Vuillot, Organisation du travail, Guylaine Boulanger, Relations de travail. Là, je vois pas. Sarah Caranguay du secteur Organisation du travail, ainsi que Marianne Laramé du secteur Com. Donc, inutile de se rappeler ensemble toute la conjoncture qu'on a vécue depuis le temps des fêtes, c'est-à-dire toute la vague de dénonciation en lien avec la surcharge de travail qui a mené différentes rencontres avec le ministre et la FIC, qui a justement porté fruit avec la solution ratio, c'est-à-dire la lettre d'entente numéro 17, on a réussi à changer un peu le mandat de cette lettre-là. Au départ, la lettre d'entente numéro 17 prévoyait de déterminer la pertinence et la faisabilité par des projets ratios, alors que les échanges avec le ministre ont permis plutôt de déterminer les ratios et de les implanter. La nuance est super importante à faire. Donc, on profite de la conjoncture actuellement en lien avec les futures élections. Cependant, on le sait, la conjoncture en lien aussi avec les négociations locales et en trame de fond, les discussions et les négociations en lien avec la lettre d'entente numéro 6 sur la stabilité des équipes font en sorte qu'on doit composer avec tous ces éléments-là. Cependant, les projets ratios sont vraiment porteurs d'espoir pour les professionnels en soins et les patients partout au Québec, et ce, même ailleurs dans le monde. Vous allez voir dans la deuxième partie de notre présentation, on nous observe actuellement. En date d'aujourd'hui, 13 projets sur 17 ont été lancés. Un certain nombre des équipes syndicales actuellement seront déjà familiarisées avec les projets ratios convenus avec FIC et le ministère. Cependant, on tenait à vous présenter les grands concepts de la démarche pour que l'ensemble de la délégation puisse s'apprivoiser avec la démarche comme telle. L'équipe en soutien au développement et à l'implantation des projets ratios provient, comme vous l'avez vu, de plusieurs secteurs au niveau de l'organisation, considérant qu'on essaie de travailler ce dossier-là en collaboration et en transversabilité dans l'organisation. Le PowerPoint, oui, merci. Donc, les ratios. Dans un premier temps, c'est important de revenir sur définir qu'est-ce qu'un ratio sécuritaire selon la FIC. Les ratios sécuritaires professionnels en soins patients promus par l'organisation signifient la présence d'une équipe minimale de professionnels en soins pour un groupe de patients ayant des problèmes de santé similaires. Ce minimum, et vraiment, on insiste, là, c'est un minimum qu'on doit maintenir en tout temps, peut être ensuite ajustable à la hausse selon les besoins des patients et dans des circonstances bien particulières. Dès le début des travaux des ratios à la FIC, il était certain qu'un ratio sécuritaire ne pouvait uniquement se limiter à un nombre de professionnels en soins. Beaucoup de gens des DSI, notamment, avaient eu une information que les ratios seraient uniquement un chiffre statique sans tenir compte de l'acuité des soins et des particularités des unités de soins. Cependant, depuis 2014, on avait mentionné en instance que nos ratios sécuritaires auraient 3 composantes et la démarche pour atteindre ces ratios-là est aussi importante que le ratio lui-même. Le premier élément, c'est la potentialisation de la pratique professionnelle. Il importe de recentrer la pratique en soins infirmiers sur le champ d'expertise des professionnels en soins. C'est ce qui leur permet d'avoir une pratique satisfaisante et à la hauteur des compétences qu'elles ont pour permettre aux patients d'avoir des soins plus sécuritaires et humains. C'est un point majeur pour la Fédération et on a su la garantir dans la démarche. Assurer que chaque professionnel ait sa place. Rapidement, dans les premiers échanges qu'on a eus avec le ministère, on aurait pu comprendre que le ministère aurait voulu élaguer, entre autres, le titre d'emploi infirmière auxiliaire de certains centres d'activité. Cependant, dans notre concept des ratios, considérant qu'on parle beaucoup de DIAD, ça nous a permis de garantir la place des infirmières auxiliaires dans le réseau de la santé, autant en centre hospitalier qu'en soins de longue durée. On aurait beau augmenter le nombre de professionnels en soins sur les unités de soins, mais si elles sont occupées à remplir d'autres tâches, vous le savez, administratives ou carrément du travail de préposé, personne n'en sort gagnant. L'autre élément, c'est la négociation justement d'une grille de ratio qui, vous allez le voir dans la présentation, change en fonction du corps et du centre d'activité.
Ces intervalles-là ont été basés sur des données scientifiques qu'on a analysées au secteur, sur le sondage des soins non faits qu'on a réalisé auprès des membres en janvier et en février, différentes entrevues téléphoniques avec des membres, des professionnels en soins directement sur les unités de soins, l'analyse aussi des formulaires de soins sécuritaires que les membres remplissent. Donc, il faut que les professionnels en soins n'aient plus à faire de choix déchirants sur les soins qu'elles doivent être capables de faire. C'est justement dans cet intervalle-là qu'on considère sécuritaire qui va permettre de garantir que les professionnels en soins vont être en mesure de faire leur travail. L'intervalle aussi, comment on va manœuvrer à l'intérieur de l'intervalle, c'est avec la mesure de l'acuité des soins. On va en parler un petit peu plus tard dans la démarche. C'est ce qui nous permet, en fonction de l'évaluation de l'unité de soins, qu'une unité versus une autre dans un même type de centre d'activité peut varier. Et finalement, la dernière composante, la possibilité de rehausser ponctuellement les ratios. Par exemple, s'il y avait une éclosion dans une unité de médecine ou un nombre important de patients en soins de vie dans une unité de soins de longue durée, ce qui inévitablement augmente la charge de travail, il faut être en mesure d'ajuster à la hausse les ratios. Les ratios sécuritaires constituent une base permettant de répondre aux besoins des patients lorsque les conditions habituelles ne sont pas remplies. À cela va s'ajouter aussi des paramètres qu'on va vous expliquer, notamment, par exemple, dans certaines unités de médecine-chirurgie, de maintenir les ratios durant les heures de repas. Cette vision se maintient dans le cadre des projets et de la démarche qu'on vous présente. C'est un tout. Comme j'ai dit tantôt, la démarche des ratios, ce n'est pas seulement le chiffre. Il faut vraiment le voir dans son ensemble, la démarche comme telle, qui permet d'avoir vraiment un impact réel sur la surcharge des professionnels en soins afin d'assurer la qualité et la sécurité des soins. Comment on s'est structuré au niveau de l'organisation pour être en mesure de suivre les projets ratios? C'est important de bien comprendre les différentes dynamiques dans le déploiement de ces projets-là. Au niveau national, il existe encore et toujours le comité paritaire l'aide d'entente numéro 17. Actuellement, on ne siège plus à ce comité-là. On a créé, via les discussions avec le ministre, un sous-comité qui est le comité technique paritaire qui permettait justement de déterminer les ratios et de déterminer la démarche pour les implanter. Au niveau local, effectivement, ça va passer par le comité paritaire local d'implantation. C'est au sein de ce comité-là que les acteurs sont rassemblés pour déterminer la mise en place du projet dans l'établissement, dans le site qui a été choisi. Le comité paritaire local est sous la direction d'un chargé de projet local et il y a 3 membres patronaux et 3 membres syndicaux. Du côté des membres patronaux, le CPN a donné comme indication qu'il devait y avoir une représentante de la direction des soins infirmiers, une représentante de la direction des ressources humaines, ainsi que la chef d'unité sur laquelle le projet va se faire. Du côté syndical, nous avons orienté plutôt les équipes sur 3 aspects à tenir compte dans la composition du comité paritaire local, soit la présence de la conseillère en relations de travail qui va piloter le dossier ratio, et une représentante infirmière et une militante qui connaît vraiment les enjeux syndicaux du syndicat et de l'établissement. À ce chapitre, il faut se rappeler que dans la démarche, des éléments qui balisent la détermination des ratios fait référence à l'évaluation de l'acuité des soins. C'est pour cela que nous avons suggéré qu'au moins une des membres parmi le comité paritaire syndical soit une infirmière, considérant que l'évaluation des patients est une activité propre infirmière. De plus, nous avons suggéré qu'un membre professionnel en soins de l'unité en question soit aussi présent sur le comité paritaire local. Bien entendu, c'était des suggestions, donc ça appartenait malgré tout aux établissements, aux affiliés, à vous de déterminer la composition finale du comité. Au niveau de la FIC, l'équipe qui est ici présente s'est divisée en 2 grandes équipes, le comité technique FIC qui détermine à l'heure actuelle les ratios dans les autres unités de soins, inhalothérapie, EPC, urgence et SAD. On a des travaux actuellement en cours qui vont se faire durant le reste de l'été et c'est le comité technique aussi qui peut amener au niveau national les différentes problématiques qu'il pourrait y avoir au niveau local. Et le comité d'implantation qui vraiment supporte vos conseillères affectés au projet ratio dans chacune des étapes pour vous outiller localement dans le déploiement des projets ratio. Donc, je vais passer la parole à Marie-Ève qui va vous faire la présentation des ratios en médecine.
Bonjour. Donc, d'abord, on souhaitait regarder un peu avec vous les ratios qui ont été convenus entre la FIC et le ministère de la Santé pour la réalisation des projets. Ce qui est important de savoir, c'est que les ratios qui ont été retenus sont basés en très grande partie sur des propositions de la FIC qui ont été faites, comme on vous l'a dit, à partir de différentes sources d'informations, les écrits scientifiques qui étaient disponibles, également des entrevues téléphoniques auprès de membres expérimentés dans les différents centres d'activité, un sondage quantitatif qui a été fait auprès des membres et aussi les témoignages qui sont issus du formulaire de soins sécuritaires en ligne, qui est un outil qui nous est fort utile dans les travaux. Les ratios, règle générale, constituent vraiment une amélioration importante par rapport au niveau de dotation qu'on retrouve dans les différents milieux de soins. Au niveau de la chirurgie et des unités mixtes, on parle d'un ratio de 7 à 9 patients par diade, donc une infirmière et une infirmière auxiliaire le jour, de 8 à 10 le soir et de 10 à 12 la nuit. On sait que de façon un peu moins fréquente, mais il y a différentes situations et établissements où il y a des infirmières qui travaillent seules. Donc, il y a aussi des ratios en soins globaux qui ont été déterminés, qui sont de une infirmière par 4 à 5 patients le jour, 5 à 6 le soir et 6 à 7 la nuit. Vous remarquez dans le tableau que l'ASI est exclue des ratios le jour et le soir. Donc, de ne pas avoir de charge de patient, ça va lui permettre de donner vraiment un soutien additionnel à l'équipe de soins. Ce qu'on doit retenir ici, c'est que toutes les unités de médecine-chirurgie où il y a la moindre mixité de clientèle bénéficient de ces ratios-ci. Pour ce qui est des ratios en médecine, ils sont un peu différents et c'est pour les unités où il y a vraiment 100% de patients en médecine qui sont concernés. On a des ratios qui sont de 7 à 9 patients le jour par diade, de 8 à 12 le soir et de 10 à 14 la nuit. Pour ce qui est de l'infirmière en soins globaux, c'est 4 à 5 patients le jour, 5 à 7 le soir et 6 à 8 la nuit. Comme ça a déjà été mentionné, les ratios, c'est beaucoup plus qu'un simple chiffre. Donc, c'est certain que les ratios, dans le cadre des projets pilotes, sont accompagnés de différents critères d'implantation qu'on considère très importants. Donc, c'est pourquoi on va en faire un rapide survol dans les prochaines minutes. Comme on l'a déjà dit, l'équipe de soins est constituée d'une diade infirmière, infirmière auxiliaire ou d'infirmières en soins globaux lorsque c'est requis. Pour avoir un vrai travail de collaboration, avoir une communication qui est beaucoup plus facile, on voulait éviter qu'une infirmière travaille avec plusieurs infirmières auxiliaires et vice-versa. Donc, c'est ce qu'on veut dire par le deuxième picot de la diapositive. L'équipe comprend minimalement 50% d'infirmières parce qu'on fait référence soit à des diades ou à des infirmières en soins globaux, même si c'est le modèle de diade là, qui est vraiment privilégié dans le cadre des ratios. Vous avez remarqué que les ratios qu'on vous a proposés sont en fait un intervalle. Donc, comment est-ce qu'on va déterminer le ratio à implanter dans une unité donnée? Si je reviens à l'exemple de la chirurgie, la diade de jour, est-ce qu'elle va s'occuper de 7, de 8 ou de 9 patients? Il va y avoir une mesure de l'acuité des soins moyenne requis par les patients de l'unité qui va être réalisée pendant les projets avec un outil qui s'appelle le SNCT. On veut vous préciser aujourd'hui que les projets ratios ne sont pas du tout redevables des résultats de l'outil en soi. L'outil va simplement nous servir d'indicateur pour voir le niveau de soins requis dans l'unité. Donc, est-ce qu'on est dans une unité avec un niveau de soins faible, moyen ou élevé? Et ça va nous permettre de situer le ratio pour l'unité donnée dans l'intervalle. Une fois que le ratio va être identifié, par exemple, si dans l'unité, on parle d'un ratio de 1 pour 8 pour une diade le jour, c'est le ratio qu'on va devoir respecter durant toute la durée du projet. Il n'y aura pas de variation de jour en jour selon l'état des patients. On sait que les ratios ont comme objectif premier la sécurité des soins et c'était très important pour nous de ne pas diluer l'équipe de soins en place en arrondissant le nombre de professionnels requis. Donc, on est vraiment très heureux qu'on utilise un arrondissement à l'entier supérieur du nombre d'effectifs requis pour respecter les ratios. Donc, pour reprendre notre exemple plus tôt en chirurgie, si on avait par exemple une diade pour 8 patients
et 34 lits, mathématiquement, on aurait besoin de 4,25 diades. Donc, dans ce cas-ci, comme on rehausse toujours à l'entier supérieur, c'est 5 diades qui seraient sur le terrain. L'exclusion de l'AIC des ratios de jour et de soir, ça a déjà été abordé. La nuit, règle générale, les AIC vont être incluses dans les ratios. Par contre, il y a toujours possibilité localement d'en décider autrement si on évalue que ce ne serait pas conforme à l'unité, en fait. Les ratios s'appliquent évidemment juste aux professionnels en soins directs aux patients, donc les gestionnaires sont toujours exclus. Et en médecine et en chirurgie, les ratios vont devoir être maintenus durant les heures de repas, mais on n'aura pas à les maintenir par contre durant les périodes de pause. On sait bien que la FIC ne représente pas les PAB, mais que lorsqu'il y a un nombre trop peu important de PAB, ça crée une surcharge pour les professionnels en soins et que ça a un impact aussi en bout de compte sur la qualité des soins qui sont donnés. Donc, ce qui a été convenu avec le ministère, c'est de maintenir le niveau actuel de PAB pour éviter que l'employeur joue un jeu de vase communicant et puis coupe les PAB en rehaussant le nombre de professionnels en soins. Et on savait aussi qu'il y a certains établissements où il y avait des périodes où les PAB n'étaient pas présents, donc on nous a garanti leur présence en tout temps sur tous les quarts de travail. Pour ce qui est du personnel administratif, la réflexion a été similaire. Donc, tous les postes en soutien à l'équipe de soins vont être maintenus durant la réalisation des projets. Et enfin, comme ça a été mentionné par Jérôme plus tôt, la démarche des ratios prévoit que soit l'AIC ou l'équipe de soins, selon son jugement clinique, peut demander que les ratios soient rehaussés ponctuellement. Si on a un événement particulier avec les patients ou un élément dans l'environnement de soins qui le requiert, que ce soit une éclosion ou un nombre d'admissions ou de congés plus important que prévu sur l'unité, ce sera toujours possible d'ajouter du personnel. On parle ici de ratio minimum. Les établissements qui ont été ciblés pour les ratios en médecine et en chirurgie sont le CIUS du Bas-Saint-Laurent au Centre hospitalier du Grand Portage, le CHU de Québec à l'hôpital Enfant-Jésus, le CIUS de l'ouest de l'île de Montréal à l'hôpital général du Lakeshore, le CIS Chaudière-Appalaches à l'Hôtel Dieu de Lévis, le CIS Lanaudière à l'hôpital Le Gardeur, le CIUS Mauricie-Centre du Québec à Trois-Rivières, le CIUS du nord de l'île de Montréal à l'hôpital du Sacré-Cœur, le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue au centre hospitalier d'Amos et le CIS de la Montérégie-Ouest à l'hôpital du Suroît. Donc, il y a un peu plus de détails sur la démarche des projets en tant que tels qui va vous être présenté prochainement, mais maintenant, on va vous parler un peu plus des ratios retenus en CHSLD. Pour ce qui est des ratios en CHSLD, la priorité de la FIC était de sortir des ratios voyés. On sait que ces ratios ne sont pas établis en fonction des besoins des patients en soins infirmiers, mais plutôt en fonction des normes budgétaires. C'est donc important pour nous de travailler sur des ratios qui visaient la qualité et la sécurité des soins. Donc, les ratios convenus pour les projets en CHSLD sont d'une diade pour 20 à 27 patients de jour, de 25 à 32 patients de soir et de 37 à 44 patients de nuit. Il faut noter qu'en CHSLD, l'AIC est incluse dans les ratios. Les ratios en CHSLD sont également accompagnés de paramètres d'implantation, mais qui diffèrent en partie de ceux de médecine-chirurgie. En CHSLD, c'est à partir des résultats des profils ISO-SMAF moyens sur l'unité qu'on pourra établir le ratio dans l'intervalle pour la durée du projet. Une méthodologie est également prévue lorsque le nombre de patients sur l'unité ne cadre pas à quelques patients près avec l'intervalle proposé. En CHSLD, les gestionnaires sont également exclus des ratios comme en médecine-chirurgie. Contrairement à la médecine-chirurgie, les ratios n'ont pas à être maintenus lors des périodes de repas. La FIC a en effet priorisé d'avoir des ratios plus riches, ce qui fait que certains paramètres diffèrent de d'autres centres d'activité. Le maintien des effectifs actuels en PAB et leur présence en tout temps sont aussi prévus en CHSLD, et ce pour les mêmes raisons qu'en médecine-chirurgie. Étant donné qu'en CHSLD, les professionnels en soins n'ont pas à être remplacés pendant leur période de repas et des pauses, et considérant également que les AIC sont incluses dans les ratios,
La FIC a demandé à ce que le tout soit documenté pour démontrer les impacts sur la pratique professionnelle des membres. Nous pourrons, à la suite de cette analyse, en tirer des conclusions et faire des recommandations si nécessaire. Enfin, un rehaussement ponctuel des effectifs est aussi prévu en CHSLD comme en médecine-chirurgie, selon le jugement clinique des professionnels en soins. Un exemple fréquent qu'on peut retrouver en CHSLD, c'est lorsqu'il y a une quantité élevée de chutes et que nous devons assurer un suivi post-chute auprès de plusieurs patients. Donc, selon le jugement clinique des professionnels en soins, on pourrait alors ajouter une ressource supplémentaire. Les établissements visés par les projets ratio en CHSLD sont le CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean au CHSLD de Bagotville, le CIUS de la Capitale-Nationale à l'Hôpital général de Québec, le CIUS de l'Estrichus à l'Hôpital et Centre d'hébergement Argyle et le CIS des Laurentides au Centre d'hébergement du Mont-Tremblant. Nous avons donc survolé les ratios convenus et leurs paramètres d'application. Nous allons maintenant parcourir la démarche des projets ratios. Alors, les 5 étapes que l'on retrouve dans les projets pilotes sont la mise en place du comité paritaire local, la rencontre de démarrage qui est d'une durée d'une demi-journée, la phase de préimplantation qui va être d'une durée de 2 mois, la phase d'implantation comme telle de 4 mois et par la suite la phase de clôture pour une période de 2 semaines. Les équipes présentement sont toutes au niveau de la phase de préimplantation. Cette phase-là, ce sera la phase qui, selon nous, sera la plus exigeante, autant en nombre de rencontres, de travail et d'énergie à déployer. Nous sommes conscientes que nous aurons des embûches, entre autres en raison de la période estivale, de la pénurie, de la disponibilité de la main-d'œuvre, mais l'objectif des projets d'implantation, ce n'est pas d'atteindre les ratios à tout prix, mais c'est de les documenter, de les analyser, d'apprendre des différents éléments pour que dans le futur, nous soyons à même de travailler sur les réels enjeux et avoir à instaurer des mesures durables. Si on regarde les étapes de façon un petit peu plus détaillée, alors à l'étape 0, on retrouve entre autres la mise en place du comité paritaire local. On identifie à ce moment-là et on nomme les membres du comité et on désigne le chargé de projet local. Tout à l'heure, Jérôme a mentionné là, les personnes qui sont sur ces comités-là, alors je ne m'étendrai pas davantage sur ce sujet-là. Pour ce qui est de l'étape 1, la rencontre de démarrage, alors à cette rencontre-là, tous les membres du comité paritaire local ont été invités à une présentation des grandes lignes du projet, des outils de gestion, des mandats, le plan de communication ainsi que le calendrier du déroulement du projet. À ce jour, les rencontres ont toutes eu lieu. Avant de ces rencontres-là, chacune des conseillères attitrées au dossier ont été rencontrées pour prendre connaissance avec nous de la démarche, accompagnée aussi de certains aspects politiques qui étaient essentiels à connaître. Le comité d'implantation a aussi offert un coffre à outils détaillé pour chacune des étapes, avec des rôles définis pour les acteurs syndicaux qui siègent au sein de ce comité-là. Entre autres, on venait mentionner justement que la militante qui siège au comité doit faire un rapport à son exécutif là, de l'avancement, tout au long de l'avancement du projet. L'équipe implantation FIC tente de faciliter aussi la circulation et l'information et la communication pour permettre justement de solliciter des interventions politiques si ça s'avère nécessaire. Et je peux vous dire que déjà, Jérôme, on a sollicité à quelques reprises Jérôme justement pour qu'il puisse intervenir au sein du comité technique, et pas juste pour la partie syndicale, mais pour la partie patronale, et les effets se font sentir assez rapidement dans les équipes par la suite. La phase de préimplantation, comme je vous l'avais mentionné, ça va être la plus exigeante. Donc, elle consiste en plusieurs éléments, dont l'élaboration en premier d'un calendrier des différents livrables. Par la suite, on met en place les conditions préalables. C'est ce qui consiste à dresser un bilan des écarts entre la situation actuelle et la situation désirée. On retrouve 10 conditions préalables.
La première, l'utilisation optimale du champ d'exercice des professionnels en soins. Alors, c'est l'utilisation judicieuse des ressources en fonction de leur champ d'exercice et des activités réservées. La formation de 25 heures pour les infirmières techniciennes qui a été négociée à la lettre d'entente numéro 6 doit être complétée également par toutes les infirmières techniciennes qui se retrouvent dans ce centre d'activité. Une conseillère en soins doit aussi être assignée et disponible auprès de l'équipe de soins. Un chef d'unité qui doit être stable et ayant un bon bagage d'expérience afin d'agir comme facilitateur tout au long du projet. Il doit y avoir différents programmes aussi de soins tels que la prévention des chutes, la prévention des contrôles des infections qui doit être implanté et actif dans l'unité. L'utilisation aussi du conforme du PTI pour assurer un suivi optimal du patient, mais aussi va permettre de rendre visible l'ensemble de la charge de travail des professionnels en soins. L'utilisation optimale des profils ISO-SMAF en CHSLD avec des données contemporaines. La présence, comme Marie-Ève mentionnait, du PAB en tout temps et de la commis du soutien administratif telles qu'elles sont attitrées à ce moment-là. Nous retrouvons aussi comme condition préalable les mesures de stabilité des équipes. À ce moment-là, on parle de la titularisation des postes vacants, la possibilité aussi de rehausser le nombre d'heures postes, des périodes d'orientation si nécessaire, le déplacement, des postes rotatifs, mais il faut savoir que pour obtenir le ratio qui va être établi, ça ne sera pas nécessairement justifié d'utiliser certaines mesures à outrance, comme le déplacement, entre autres, et les postes rotatifs. Mais nous, c'est sûr qu'on va tabler sur la titularisation des postes vacants qui doit être faite et le rehaussement temporaire ou permanent des heures postes. Pendant cette phase, on retrouve également la formation sur la mesure de l'acuité des soins, le fameux outil SNCT. Alors, cette formation-là est offerte à 3 membres du comité paritaire local, dont l'infirmière qui siège au sein du comité, la partie syndicale, et parmi les deux autres personnes, c'est du côté de l'employeur, soit 2 personnes parmi les 3 suivantes, soit l'AIC, la conseillère en soins ou le chef d'unité. Cette mesure-là, par la suite, lorsque la formation va avoir été octroyée, cette mesure-là devra être prise par la suite une fois par 24 heures pendant 4 semaines, du lundi au vendredi. Pour les CHSLD, il n'y a pas de mesure de l'outil, étant donné qu'on utilise les données ISO-SMAF. Alors, une fois que le ratio va être établi, il va devoir avoir une planification des mesures qui vont être liées à la mise en place du ratio, comme des modalités d'ajustement pour les nouveaux effectifs, le maintien des ratios pendant les heures de repas en médecine et chirurgie et l'ajustement ponctuel au quotidien. Des différents outils ont été créés également pour rassembler l'ensemble des données utiles pour documenter les impacts autant cliniques que sur la main-d'œuvre. On va faire cette mesure-là avant d'implanter, au mi-projet pendant l'implantation et à la fin du projet. Alors, on retrouve à ce moment-là des outils tels que le nombre de chutes, le nombre de plaies de pression, des horaires de médicaments s'il y a lieu, le CAU du temps supplémentaire, le taux d'assurance salaire, et aussi, bien entendu, la réalisation des activités professionnelles par l'infirmière et par l'infirmière auxiliaire. Pour ce qui est de la phase d'implantation, autant que la cadence au niveau de l'énergie et des travaux qui devaient être déployés à la phase de pré-implantation, autant que là, pendant la phase d'implantation, on devrait voir un ralentissement. Alors, les comités vont procéder à ce moment-là au monitorage du projet tout au long du 4 mois et vont répondre aux différentes contraintes s'il y a lieu. Par la suite, à la phase de la clôture, un bilan du projet devra être effectué et des recommandations en vue de la pérennisation. Pour ce qui est présentement, alors que les premiers projets étaient prévus de débuter leur implantation en juillet et en août,
Alors, certains comités paritaires locaux ont déjà adressé au comité technique national, à qui revient la décision d'accepter ou de refuser le report, une demande, justement, dans ce sens, pour reporter le projet au début mi-septembre. Parce que selon l'évaluation du comité paritaire local, un début trop hâtif en juillet et à août aurait pu nuire à leur implantation pour différentes raisons. La FIC n'est pas en désaccord avec cette position, car on veut que les conditions gagnantes soient toutes présentes avant de débuter le projet. Par contre, on doit s'assurer que les travaux concernant les conditions préalables se poursuivront entre-temps et soient avancés le plus possible afin d'éviter d'augmenter le délai de l'implantation. Dans ce dossier, comme dans tous les dossiers, l'aspect communication est hyper important. Guylaine vient d'expliquer la démarche. Dans la démarche, il existe un plan opérationnel de communication. Dans ce plan opérationnel de communication, les messages clés ont été négociés et j'insiste, les mots qui sont dans le plan de communication ont été pesés et négociés. Donc, il ne faut pas déroger du message. Pour nous, c'est quand même assez manifeste, mais du côté de la partie employeur, on le sait, on vous demande de porter une vigilance par rapport au message qui pourrait être porté. C'est une démarche paritaire. Donc, le paritarisme doit transparaître autant dans les moyens de communication que dans la démarche comme telle. L'équipe d'implantation a vraiment le souci de faciliter le travail au niveau local pour faciliter le travail avec les conseillères. Donc, on a colligé différents outils pour que vous soyez en mesure de bien comprendre la démarche, pour être aussi en mesure de bien l'expliquer à nos membres. Différents outils, comme par exemple le livre noir, inutile de se rappeler, c'est vraiment à la base de la solution ratio. Le livre noir fait état de la situation actuelle dans le réseau, plutôt noir, et donc ça nous sert en pierre d'assise de venir justifier notre solution ratio. Sur le site de la FIC, nous avons aussi mis en ligne une foire aux questions qui résume sommairement les ratios. Avec cela, nous avons développé un visuel qui vous servira dans le déploiement justement des projets, le logo InfoRatio. Bref, tout autant la démarche que les moyens de communication pour nos membres au niveau du comité d'implantation, on souhaite vraiment faciliter votre travail. C'est bon. Actuellement, nous sommes toujours en échange avec le CPN. Des travaux sont en cours présentement et tout l'été afin de déterminer les ratios dans les prochaines unités de soins, donc inhalothérapie, EPC, urgence et soins à domicile. On prévoit terminer ces travaux-là au début de septembre pour débuter à ce moment-là dans ces unités-là. Le choix aussi des sites pour ces projets-là n'a pas encore été fait, à l'exception de l'urgence, où on avait déjà annoncé que ce serait dans la région de l'Outaouais que le projet urgence serait fait. À ce chapitre, il faut être conscient aussi qu'il existe un peu moins de données scientifiques pour ces types d'unités-là. Et donc, toute l'équipe ici à l'avant travaille vraiment d'arrache-pied avec toutes les données existantes et aussi avec votre expertise pour être en mesure de déterminer des ratios qui devraient assurer la sécurité et la qualité des soins. J'en parlais au début, on le sait, il existe vraiment une conjoncture politique actuellement qui favorise la réalisation de ces projets, mais on est vraiment conscient qu'actuellement, avec les négos locales, qui sont vraiment dans un pic d'activité, et la négociation de la lettre d'entente numéro 6 sur la stabilisation des équipes, qui est vraiment un concept central pour la réussite des ratios, ce n'est pas évident et ce n'est pas facile pour l'ensemble de l'organisation. Donc, à ce chapitre, on assure d'avoir un certain niveau de cohérence dans chacun de vos syndicats pour assurer que les solutions qui devraient être mises en place dans le cadre des projets ne soient pas à l'encontre des positions que vous négociez actuellement au niveau de la convention collective. C'est pourquoi l'équipe d'implantation fait des rencontres actuellement avec les différents conseillères qui pilotent ces dossiers-là pour assurer vraiment la cohérence. Je tiens vraiment à remercier les conseillères, je ne peux pas toutes les nommer parce que ce serait un peu long, qui participent, qui pilotent le dossier des projets ratios. Donc, on vous en remercie infiniment.
On a besoin de votre aide. Dans le processus qu'on a parlé pour développer les ratios, on va avoir besoin de gens, de militants, mais de membres qui travaillent dans ces unités-là, inhalothérapie, urgence et soins à domicile. On aurait besoin de, si dans les prochaines journées, vous pouviez nous acheminer des noms pour qu'on puisse entrer en contact avec ces professionnels-là en soins pour qu'ils puissent nous aider dans le cadre de la démarche. Donc, voilà.